Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je vais vous présenter Maître Oscar. Il est avocat au barreau de Paris. Et il va pouvoir vous donner toute la matière essentielle sur le combattant de la lignée, le pourquoi de la journée d'aujourd'hui. Donc c'est à partir de maintenant que Bitumba est dit. Donc là, on pourra discuter sur le rapporté. Nous allons parler politique maintenant. Maître Oscar. Merci beaucoup. Matondi, asante sana. Toi, Sakidina. Parce qu'on nous a demandé de pouvoir parler en toutes nos langues. Nous allons pouvoir faire cet effort. C'est une revendication légitime et nationale. Bon, une rectification en ce qui concerne ma présentation. Je suis du barreau de Lille et non de Paris, en France. Et je suis heureux d'être parmi vous. Et main sur le cœur, je salue chaleureusement votre présence dans cette salle. Et pour ceux qui viennent d'ailleurs, de France et de partout, nous saluons leur présence ici, à Genève, terre des droits de l'homme, siège des droits de l'homme. Ce qui entraîne que, ici et maintenant, nous allons dire à la face du monde, non pas dénoncer, mais je dis bien dire ce qui se passe et qui est connu dans notre pays, l'horreur que nous renvoie midi, matin, soir, les images qui nous proviennent de notre pays. Ça signifie en clair que chez nous, on tue, on viole, on pille, et cela est banalisé. La vie d'un Congolais, je crois qu'on l'a dit dans cette salle, ne présente presque même plus la valeur que peut présenter un animal dans ce pays où nous sommes. Et la vraie question, c'est que faire? Parce que dénoncer chaque matin, chaque soir, on entend dire, on condamne, nous dénonçons. Mais je crois que cela ne suffit pas de dénoncer, il faut réagir. D'où le combat. Donc on a parlé du combat, du combattant. Comment allons-nous faire pour mettre fin à ce qui se passe dans notre pays? Donc ça sera notre premier point. Nous allons pouvoir apporter un peu de réponses et apporter pourquoi on est dans ce combat-là. Et deuxièmement, la conséquence, pourquoi nous en arrivons là, c'est la crise politique dans notre pays. Voilà les deux points sur lesquels je vais pouvoir, moi, intervenir cet après-midi et de manière très rapide et aussi précise et claire, et on attendra de vos questions. Nawazi asema kama mtu anasema swali hapa anaweza kuonekana comme ça tuseme Mswahili. Kwa mtu aswali hapa mwebale est-ce que mnanisikia? Tunasikia. Mtu wa mchimbu di mabewa. Bali bangu tele bangu. Iyo. Bado mabisha mangat bazali. Bazali toyokani. Bon, c'est direct. C'est direct. C'est pas indirect. Bon. Alors, sur le premier point, qui est le combattant? Parce que quand on a parlé du combattant, en esprit, il est venu nos frères, vaillants frères et sœurs, qui mettent de l'ordre dans les rangs de nos politiques, qui s'écartent de l'essentiel, l'essentiel étant l'intérêt général. Ils ont confondu le pays à leur propre boutique. C'est devenu la chose familiale, le Congo. On dit notre beau pays. Mais le Congo est-il encore beau pour nos enfants qui sont ici? Quand ils regardent à la télé, est-ce qu'on peut leur dire honnêtement que le Congo est beau? Parce que nous avons des enfants ici qui ne sont jamais allés au Congo.
mais ils savent que leur pays est grand. Sommes-nous fiers, nous, parents, aujourd'hui, de pouvoir dire que nous avons un grand pays que nous allons léguer à nos enfants? Voilà la plus grande interrogation. Quand on entend tout cela et on dit ça, on est révolté. Ça n'amène pas à ce que aujourd'hui l'on voit chez nous, peuple congolais. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Parce que nous sommes ici à Genève, Paris, Londres. Nous sommes ce que l'on appelle diaspora. Mais ayant en esprit que quand nos pères, héros nationaux, parce que maintenant on parle de beaucoup d'héros nationaux, alors qu'on en connaît un seul qui valait la peine d'être cité, Patrice Emery Lumumba. Quel âge ils avaient quand ils sont venus demander l'indépendance? Je crois qu'ils étaient moins âgés que nous tous ici dans la salle. Et je crois qu'ils étaient aussi moins instruits que nous tous aujourd'hui, 57 ans après. Mais comment voulez-vous que nous puissions être 57 ans après dans un pays riche, mais très pauvre, les derniers de la planète? Comment voulez-vous accepter que dans un pays comme le nôtre, nous soyons un pays qui va égaler bientôt les nombres de morts connus lors de 2 guerres mondiales que le monde a connues? Mais on n'en parle pas. Les génocides rwandais, on en parle. Mais est-ce qu'on parle des génocides congolais? Je me pose la question, pourquoi? Est-ce qu'allons-nous, comme les pasteurs ont dit, dire que c'est la faute de l'étranger, la faute de l'autre? Je crois que c'est la faute de nous-mêmes. Au Kasaï, 5000 morts. Ça, c'est les rapports récents. À l'Est, on n'en parle pas. Depuis que l'on tue à aujourd'hui, on va vous dire 5 millions de morts. Mais le Rwanda, à tout seul comme pays entier, c'est combien d'habitants? Donc si on prend les morts que nous avons déjà au Congo, ça constitue tout un pays déjà exterminé. Mais pourquoi nous restons silencieux? Nous continuons à danser, à chanter, à être fiers, à nous habiller. On sait que nous sommes les grands sapeurs. Cela est révoltant. Je crois que par rapport à la question qui a été posée, pour les combattants, est-ce que quand on dit que les combattants frappent les gens et on considère qu'ils sont voyous, je tiens à dire qu'ils ne le sont pas. Parce que moi, au quotidien, quand ces jeunes gens se retrouvent après leur action sur annulation des concerts, sur les attaques, on peut parler du récent concert de jeune homme héritier, comment, je sais pas, voilà, il s'appelle héritier, Watanabe. Bon, bref, allez, on a le dossier. Bon, ce jeune homme a défié les Congolais. Il a défié les Congolais, il a voulu se produire à Olympia. Et il faut penser qu'elle allait se glisser. Et son concert a été annulé. Et quand il y a eu annulation de ce concert, le site de la préfecture de police de Paris a tweeté les opposants au régime Kabila. Ils n'ont pas dit les voyous, ils n'ont pas dit tous les noms des oiseaux que nos frères congolais certains qualifient des combattants de voyous. Ils ont dit les opposants au régime Kabila. En clair, ce jour-là, les 15, je me rappelle, c'était le 15 volcan, c'était le 15 juillet ou... C'était le 15 juillet. Le 15 août. Sur la place Opéra, il y avait des gens à Paris venant de toutes parts. Et cela, ils posaient la question, qu'est-ce qui se passe? C'était une manière des combattants de faire parler. Parce que quand on est face à une oppression injuste, il faut trouver tous les moyens, et tous les moyens deviennent bons. Il n'y a pas lieu à venir dire qu'il y a une légitimité, il y a la non-conventionnalité face à l'oppression.
un homme juste face à l'oppression réagit et par tous les moyens, c'est ce qu'on appelle légitime défense. Donc je veux ici saluer les voyants combattants, qu'ils soient fiers d'eux, ils sont dignes fils du pays. Et leur devoir... On m'indique qu'il y a un concert chrétien qui aurait été annulé sans violence. Oui. Non. Oui, oui. Mention, hein, juste bien. Je pense que je reviendrai sur cette question. Je salue aussi l'annulation de ces concerts. Et dans la question, je vous ferai voir que c'était suite à une violence également. Parce que la violence n'est pas seulement celle qui est actuelle, mais par peur de cette violence, on a refusé de se produire. Donc, ça n'a pas été annulé librement, mais c'est par peur de la violence. Donc, nous pouvons y revenir. Simplement, nous voulons ici dire que nous saluons nos voyants combattants. Il n'y a pas un devoir qui soit plus sacré que défendre son territoire. La vraie question, est-ce que jusqu'à là nous défendons bien notre territoire? C'est ça la vraie question. Et depuis que nous pleurons sur l'occupation, pourquoi jusqu'à ce jour nous ne sommes pas toujours libérés? Est-ce la question qui se pose, est-ce la question de l'occupation ou la question du changement du régime politique? Parce que si il y a le pasteur qui a dit qu'il faut se poser de bonnes questions pour prendre de bonnes résolutions. Parce que le combat dont vous parlez, vous savez qu'il y a déjà eu des morts dont on ne parle pas. Et j'aurais d'ailleurs souhaité qu'on ait commencé cette réunion en nous mettant quand même debout pour, en mémoire de ceux qui sont tombés pour l'intérêt de notre pays. Si ce n'est pas trop tard, je vous le demande. Alors, pour arriver à tout ça et mettre assez beaucoup plus de pédagogie, de l'ordre, de méthodologie, il faut les morts, de viols, de pillages sont des conséquences d'une crise politique. Et la vie politique congolaise est rythmée depuis notre accession à l'indépendance par une crise, et cette crise est connue. C'est la crise de la légalité et de légitimité. Depuis notre accession à l'indépendance, vous avez eu le conflit Lumumba-Kasavubu. Autour, question de leadership, question de poste politique. Mobutu est arrivé pour dire qu'il mettait fin au chaos. 32 ans de dictature. Kabila père est arrivé pour dire qu'il chassait la dictature. Je crois qu'il a chassé Mobutu, Kabila père, il a mené le mobutisme. Et son fils, je sais qu'il y aura des réactions, mais ce n'est pas un débat essentiel à mon avis, parce qu'on a dit qu'il faut distinguer l'essentiel et de l'accessoire. Donc la question de filiation ne m'intéresse pas en ce qui me concerne, et j'invite aux Congolais à ne pas trop s'intéresser à cette question de savoir qui est fils de qui, parce que nous prenons le risque de commencer à voir qu'au Congo, nous puissions être dirigés par le fils d'eux. Parce qu'il n'y a pas seulement que Kabila qui est fils d'eux qui dirige, mais il y a aussi les fils d'eux qui sont sur la scène politique. Les risques au Congo menacent que leurs pères nous ont dirigés, leurs fils nous dirigent encore. Il faut qu'on arrête à ce que, et qu'on veille à ce que leurs petits-enfants ne puissent pas venir encore diriger nos petits-enfants. C'est pour cela qu'il faut arrêter la bêtise. La bêtise, c'est accepter que la monarchie soit installée au Congo. Ça veut dire un régime sans alternance. Alors, sur cette crise-là qui a commencé depuis notre action à l'indépendance, comme je venais de le retracer, nous avons eu la Constitution de 2006. La fameuse Constitution. Aujourd'hui, les gens meurent pour la Constitution. Mais cette Constitution, qu'est-ce qu'elle dit en réalité?
Et pour cela, nous devons situer deux choses, pour être trop précis et clair. Cette constitution dit qu'au 19 décembre 2016, M. Kabila ne devrait pas continuer à nous diriger, non pas parce qu'il a mal géré, non pas parce qu'il a bien géré, non pas par rapport à son bilan, mais par rapport aux principes. Il y a ceux qui vont dire ils sont kabylistes, bon, Oumela a continué. Non, ce n'est pas la question. La question est de savoir, est-ce qu'on respecte la Constitution? Est-ce que nous acceptons que le pays soit dirigé par la Constitution? Si c'est oui, eh bien, à ce moment-là, la Constitution dit, c'est l'article 70 ou 70, selon que l'on est belge ou français, qui dit que le mandat du président de la République a pour durer 5 ans et que M. Kabila a eu à prendre le pouvoir au plan constitutionnel, je veux dire, en 2006, première élection, 2011, deuxième élection, et son mandat prenait fin au 19 décembre 2016. La question que je me pose, et la question que les Congolais doivent se poser, parce qu'on doit sortir du fanatisme, parce qu'aujourd'hui on doit dire vrai, et parce qu'aujourd'hui on doit distinguer l'essentiel de l'accessoire. Avant que je ne m'attarde sur la personne de M. Kabila, qui par sa bêtise humaine de ne pas accepter de quitter le pouvoir entraîne les morts, entraîne des viols et entraîne les désordres. Avant que je ne m'attarde sur lui, je veux quand même m'interroger sur ceux en qui nous avons fait confiance pour que eux soient une alternative à M. Kabila. Ceux-là, vous les connaissez tous, puisque les pasteurs nous ont dit qu'il faut avoir des objectifs. Il faut définir les combats, et définir les combats, c'est dire, si Kabila part, nous devons prendre le pouvoir. Mais si Kabila partait, si nous prenons le pouvoir, d'abord, qui doit le prendre, comment on le prend? Nous avons fait confiance à ceux qui sont dans le reste rassemblement. Et tous, vous connaissez l'opposition, le rassemblement. La question que je peux me poser à haute voix et que je vais partager avec vous ce soir pour notre crise est la question que l'on ne se pose pas. Et je prends le risque de la poser. À Genval, il y a un groupe de nos leaders politiques qui sont réunis et ils ont créé un mouvement qu'on appelle Rassemblement. Et aujourd'hui, si l'on veut parler, il faut réfléchir en fonction des gens du Rassemblement. Si on ne réfléchit pas comme eux, on est kabiliste. Alors, dites-moi, pourquoi ces gens, au 19 décembre, n'ont pas fait partir Kabila? Ils ont dit qu'ils sortaient des cartons pour parler leur langage footballistique. On a sorti les cartons jaunes. Pourquoi on n'en a pas sorti les rouges? Je m'interroge et il faut qu'on s'interroge et ils doivent nous répondre à ces questions-là. On ne peut pas conduire une vie sans une vie politique, parce que la vie politique, ça n'appartient à personne. On doit rendre compte. Voilà, carton jaune, dialogue sur dialogue, et au dialogue, on ne sort pas de carton rouge, on nous sort un dialogue de Saint-Sylvestre. J'espère que je me fais suivre jusque-là. Parce que si je ne me fais pas suivre, vous me le dites, je veux bien que ce ne soit pas un discours, que ce soit interactif. Si ça passe trop, les idées partent et ça serait difficile à rattraper. Ça dépend de... C'est pour ça que j'ai demandé si jusqu'à savoir. Un peu bref, comme ça soit par étapes, 2, 3, 4 séances, mais pas d'un coup, parce qu'autrement, ça peut se chambouler, que l'exposer comme c'était là, puis on peut noter, mais tout le monde n'a pas la même faculté. Vous êtes l'expert en la matière, mais permettez aussi que si jamais il y a une motion et intervention, et puis ça s'accumule, c'est mieux. D'où le sens de ma question. Donc, pour résumer les choses, vous avez compris que là où je suis en train de partir, je suis en train de vous démontrer que la crise que nous avons
pour le non-respect de la Constitution est la cause de ce que nous déplorons comme mort, viol, parce qu'un pays ne peut être que dirigé par un régime qui respecte les textes, et partout au monde, un pays est dirigé par la Constitution. On est bien d'accord? Et donc, cette Constitution, nous avons eu 2 mandats pour M. Kabila, et aujourd'hui, il est hors mandat. Et non seulement lui-même, mais toutes les institutions congolaises sont hors mandat. Nous n'avons plus d'institutions au Congo. Et je suis en train de vous dire que nous avons un pays sans institutions et nous restons tranquilles. Et là, c'est plus grave parce que les institutions, ce sont les instruments qui ont entre les mains notre avenir et l'avenir de nos enfants. Mais comment pouvons-nous, nous Congolais, accepter que nous ayons un pays où il n'y a pas d'institution légale, légitime? Et nous restons bras croisés. Là, je vous interpelle pour que vous puissiez comprendre que le combat ne doit pas être seulement un jeu d'enfants dans la rue qui frappe les gens. Vous êtes aussi tous docteurs, médecins, avocats, pasteurs, ouvriers, tous nous sommes les combattants pour la libération de notre pays. Et sommes-nous capables de nous unir? Parce que quand nous voyons dans le pays où nous sommes, s'il y a l'acte terroriste, il n'y a plus ni les gens de gauche, ni les gens de droite, on est tous unis. La question que je me pose, sommes-nous capables de nous unir pour être tous comme un seul homme debout? Et quand nous disons qu'on est non alignés, c'est parce que face à ce qui nous arrive, il n'y a pas de couleur politique. Face à ce qui nous arrive, il n'y a pas de région, il n'y a pas de tribalisme. Mais malheureusement, l'ennemi qui nous assaille nous met en division et nous sommes désintéressés de la politique de notre pays. Ça signifie en clair, nous ne sommes pas intéressés à l'avenir de nos enfants. Ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, dans ce combat-là, nous avons 2 responsabilités. Et la première responsabilité, j'épingle le rassemblement, donc les partis d'opposition. Et je pose la question, pourquoi Kabila n'est pas parti au 19 décembre 2016? Parce qu'on avait le pouvoir de lui donner le carton rouge, pourquoi on ne lui en a pas donné le rouge? Et jaune, pourquoi on ne lui a pas donné le rouge? Parce que la faute a été commise. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et juste là, ces questions-là ne sont pas soulevées. Nous devons soulever ces questions-là et nous devons y apporter des réponses. Et je crois que j'interpelle ceux qui avaient le pouvoir de donner à Kabila le carton rouge, qui ne lui ont pas donné le carton rouge. Et vous, peuple, vous avez la sanction. Si vous faites confiance aux gens, vous jouez. Là, on est arrivé, on parle aujourd'hui. Au même moment où on est en train de parler, il y a d'autres qui parlent aussi à Paris, à Londres, au Congo. Tout ça, ça se résume en un seul mot, nous voulons la libération. Et comme nous voulons la libération, nous disons, nous faisons confiance aux politiciens. Et arrivé à l'échéance, ils se révèlent un peu assez, je ne veux pas avoir des mots durs, mais pour reprendre le langage du foot, parce que maintenant au Congo, tout est arrivé en langage footballistique, en termes de pénalty, en termes de carton. Si nous jouons ensemble dans une même équipe et que nous sommes proches de la victoire, il y a un pénalty, nous vous confions de tirer le pénalty. Au lieu de tirer pour marquer un but, vous tirez à côté. Est-ce possible vraiment? Et si vous tirez à côté, nous continuons à dire, nous continuons à acclamer. Je pense que cela n'est pas possible. Pourquoi j'ai dit on a tiré à côté? Donc je vais vous parler de l'accord de Saint-Sylvestre, que tout le monde a acclamé de ces 2 mains. Aujourd'hui, que dit cet accord? Cet accord dit simplement que M. Kabila doit continuer, en tout cas jusqu'au 31 décembre. Et pourquoi on a dit cet accord? On viendra vous dire, c'était pour éviter le bain du sang. Très bien. À ce moment-là, on peut dire que ce sont des responsables
c'était très bien. Sauf que le problème, si Kabila pouvait continuer jusqu'au 31 décembre 2017, la question qui se pose en contrepartie, l'opposition devait prendre la primature. Sauf que l'opposition s'est fait encore une fois piéger. Parce que quoi? Il y a un article qu'ils ont eux-mêmes signé pour dire le Premier ministre sera issu de l'opposition. Et dans la tête du rassemblement, l'opposition, le Premier ministre est incarné par une seule personne que l'on sait tous et que l'on définit tous et qui se dit président de l'opposition. Donc c'est lui qui devait être Premier ministre. Ce n'est pas nouveau cette crise-là. Quand en 90, Mobutu est à la fin de son mandat, on a pris le même article. On a dit le Premier ministre sera issu à la famille autre que celle à laquelle n'appartient pas le chef de l'État. Nous n'avons jamais vu ce Premier ministre-là. Et tout le monde connaissait qui était ce Premier ministre. À l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui rassemblement s'appelle Issora. Donc, comment voulez-vous que depuis 24 avril 90 à aujourd'hui, un enfant qui est né en 90, à quel âge? Plus de 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Bon, comment voulez-vous que nous soyons bêtises sur bêtises, erreur sur erreur? De cette manière-là, comment allons-nous faire partir Kabila? Et plus grave, sur cet accord de Saint-Sylvestre, il est dit quoi? Que le Premier ministre sera désigné par l'opposition, mais pour sa nomination, on a renvoyé à l'article 78 ou 78 de la Constitution. Et que dit l'article 78 de la Constitution? Le président de la République nomme et met fin au pouvoir du Premier ministre. Alors, si c'est le président qui nomme et qui met fin, puisque nous étions fin Constitution parce qu'on n'a pas respecté, c'est un avenant. Si on fait un avenant, on doit corriger tout. On ne pouvait plus donner à M. Kabila le pouvoir de nommer et de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. On devrait suspendre l'Assemblée parce qu'un Premier ministre, qui qu'il soit, Tchibala, Tshisekedi, peu importe, si la Constitution continue à être mise en œuvre, le Premier ministre ne peut pas continuer parce que le Premier ministre, on peut mettre fin à ses fonctions, soit par le président directement en le poussant à la démission, soit, s'il ne le fait pas, il y aura une motion de censure au niveau du Parlement. Et nous savons que, majoritairement, l'Assemblée est entre les mains de Kabila. Alors, soit les gens que nous envoyons négocier pour nous ont des juristes parmi eux, soit ils ont des gens qui sont dupes, ou alors ils ont des gens qui sont incompétents, parce que quand vous allez négocier un accord, il y a la partie et la contrepartie. Au 19 décembre, la concession qu'on pouvait faire, c'était que Kabila continuait. La contrepartie, c'était que l'opposition prenait la primature. Et pour cela, il fallait bien écrire ça dans un accord autre que la Constitution dont Kabila tirait profit. Mais on ne l'a pas fait et aujourd'hui Kabila a trompé tout le monde. Que faire? Alors la question que faire, c'est qu'il faut ne pas se décourager. Il faut repartir à nouveau, se donner encore l'énergie et la force. Mais la question est de savoir avec quelle équipe, avec la même équipe et comment. Moi, à ce soir, j'invite à ce qu'on se remobilise, mais dans cette mobilisation-là, que nous puissions d'abord commencer à nous demander des comptes. Ça, c'était par rapport à l'opposition, parce que si je démontre les erreurs de l'opposition, on va dire que je suis kabiliste. Mais je crois que les erreurs de Kabila ne sont plus à montrer. Kabila, on ne doit plus parler de Kabila. Je crois qu'on perd beaucoup de notre temps quand on parle de Kabila. Comment voulez-vous que nous puissions accepter un grand pays comme le nôtre, 70 millions d'habitants,
que nous ayons un jeune homme qui arrive et qui prend le pouvoir à 29 ans, et aujourd'hui, depuis qu'il a pris le pouvoir, ça fait 16 ans. Donc, pour dire et finir par là, pour vous dire que, avec vos questions, je pourrais répondre, mais la question qui doit être là, c'est de vous dire que nous devons nous remobiliser pour répartir d'un pied nouveau. Et pour cela, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'au 31 décembre, M. Kabila ne sera pas parti. Ça, je prends l'engagement de vous le dire. On va se réveiller. Au 31 décembre, il n'y aura pas élection. Et j'ai l'avantage d'être l'avocat d'une société qui devrait être le sous-traitant de la société française qui a gagné le marché des kits électoraux au Congo. Quand je lis le contrat que ces gens ont, nous n'avons pas les élections au 31 décembre et parfois nous n'en aurons pas en 2018. Ça, je vous l'ai dit. Maintenant, s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Et d'un seul mot, j'aurais fini et je crois qu'on enrichira les choses par d'éventuelles questions. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? C'est soit nous avons, nous, dès maintenant, le courage et la force de définir nos moyens et de dire nous devons chasser Kabila. Pas le 31 décembre, maintenant. Celui qui a la force chasse Kabila maintenant. En tout cas, au 31 décembre, nous devons dire quels sont les moyens que nous avons. Si nous n'avons pas de moyens, la question qui se pose, c'est la transition. Et la transition avec Kabila ou sans Kabila, les uns et les autres vous disent, certains vont vous dire sans Kabila, les autres vous disent avec Kabila. Voilà un peu le débat qui se pose. J'ai voulu vous sensibiliser sur ces questions-là et je reste à votre disposition pour que ça ne soit pas des discours. Je n'aime pas des discours, mais j'aime bien les débats et l'interaction parce qu'un pays ne peut être construit qu'avec les idées des uns et des autres et c'est du choc des idées que jaillit la lumière. J'ai lancé le débat. Je crois que je vous donne la parole pour que je puisse éclairer une question qui puisse être restée peut-être floue. Il va faire l'interprétation qui Congo pour nous. Voilà. C'est déjà bien. Voilà, c'est ouvert. Il y aura certaines interventions qui vont pouvoir être faites après. Mais pour l'instant, on passe aux jeux de questions pour pouvoir éclaircir, comment dirais-je, donner plus de lumière à la religion de Maître Bouguet. Oui. Moi j'ai une à poser à Maître. C'est par rapport au constat qui a été fait sur la fin légale du mandat de Kabila et tout ce qui a suivi, notamment qui a conduit à ce qui a conduit à l'accord du 31 décembre, l'accord de Saint-Sylvestre. Maintenant, je me dis, l'analyse a été bien faite, très bien faite, et ça nous permet de nous éclairer. Mais je me dis que nous avons aussi la possibilité, en se positionnant comme des gens qu'on peut consulter, nous avons aussi la possibilité de faire parler ces gens-là qui étaient censés nous représenter, qui étaient censés arrêter le match, parce qu'ils parlent en langage footballistique, arrêter le match au 31 décembre, au 19 décembre plutôt, de 2016, et qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce que l'occasion s'était présentée pour qu'ils donnent des explications? Parce que quand on regarde les informations, on voit que les gens vont en France, ils parlent aux étrangers. Les gens vont aux États-Unis, ils parlent aux étrangers. Et aux Congolais, est-ce que la réponse a été donnée par rapport à cette défaillance-là? C'est ça à cette question. Merci beaucoup par rapport à votre question. Mais c'est ça justement, la réponse à cette question, c'est que ça soulève une question de responsabilité. Si on est responsable, on doit rendre compte au peuple, parce qu'il n'y a que le peuple qui est souverain. Et donc, aujourd'hui, l'opposition devrait déjà, avant d'aller faire les accords, organiser de consultation pour avoir l'avis de la base. Je ne sais pas si ça a été fait dans leur parti politique réciproque, parce que si aujourd'hui
nous disons qu'il faut l'alternance, ça signifie que l'opposition d'aujourd'hui, c'est celle qui va prendre le pouvoir demain. Et si nous voulons que les choses changent, il faudra que, quand on est dans l'opposition, qu'on nous donne déjà des signaux de ce qui sera leur manière de gouverner quand ils seront pris le pouvoir. Donc, il n'y a pas eu, à mon avis, consultation de base. Si on peut dire qu'ils sont allés négocier l'accord de manière urgente, mais maintenant, une fois que l'accord avait été signé, il était question de rendre compte. Ils ne l'ont pas fait. Nous constatons quoi? Nous constatons des va-et-vient dans les avions et qu'on n'a pas de réponse. Là, nous avons une réunion, nous avons lancé des invitations aux responsables politiques de tous bords. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas capables de venir d'abord expliquer aux Congolais et rendre compte. Je crois que sur votre question pertinente, la réponse est qu'il faut poser cette question-là à ces dirigeants. Et s'ils sont réellement dirigeants, et les dirigeants doivent être au contact de base. Et vous, vous êtes une base. Quand vous allez les trouver, vous poserez la question. Moi, je n'ai pas de réponse. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un appel à une prise de conscience pour que chaque Congolais arrive à interroger nos dirigeants, qu'ils soient ceux qui sont au pouvoir, soit qu'ils soient ceux qui sont à l'opposition. Parce que sachez que dans un pays démocratique, l'opposition, comme le pouvoir, ce sont des responsables politiques qui gèrent les destins de gens. On peut gérer les destins du peuple, qu'on soit dans l'opposition comme dans le pouvoir. Parce que l'attitude conditionne la vie d'un peuple. Voilà, ça c'est par rapport à l'intérieur. Par rapport à l'extérieur, je constate malheureusement que nous sommes face à une tendance d'aliénation de notre indépendance. Lumumba l'a dit si très bien, notre histoire ne sera plus écrite ni à Washington, ni à Paris, ni à Bruxelles. Mais aujourd'hui, on constate quoi? On va chercher des réponses pour notre vie ailleurs. Et on dit même, on part chez les décideurs. Je crois que c'est une erreur et nous sommes en train de remettre en cause la victoire de nos pères qui nous ont donné l'indépendance et nous sommes en train de dilapider notre indépendance. Aujourd'hui, on a des gens tout le temps dans les avions, des activistes, bon, on n'a rien contre, mais je crois que nous ne pouvons pas mettre notre destin dans les mains de l'extérieur. Nous ne sommes pas contre l'extérieur, nous sommes ouverts. L'extérieur ne peut venir qu'en appui, mais pour décider de notre destin, ce n'est pas l'extérieur. Et là, c'est plus grave. Quand vous prenez la résolution 2348 que tout le monde acclame, nous avons quand même des juristes 50 ans après, nous avons quand même des juristes dans ce pays-là. Je me pose la question si on en a. Et je me pose la question si les professeurs, qu'on appelle professeurs en droit, comment voulez-vous qu'on accepte qu'une résolution puisse venir valider un accord particulier des partis politiques et qu'un accord des partis politiques puisse remplacer la Constitution. Et quand il faut parler de la Constitution, un seul mot. Dans cette Constitution, je pris l'article, c'est l'article 217. Que dit cet article-là? Le Congo peut vendre une partie de son territoire pour sa paix. C'est dit dans l'article, on n'en a pas jamais. Ça vous étonne. Si vous ouvrez l'article, la Constitution, il est dit ceci. Avant, on peut tout dire de Mobutu, Mobutu c'est un dictateur. Mais de tout le temps dans notre pays, il y avait l'article qui dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'était clair. Cet article n'existe plus dans la Constitution. On l'a remplacé par l'article 9 de la Constitution qui dit l'État exerce sa souveraineté sur son territoire. Exerce la souveraineté. Et plus loin, on vous dit l'État peut, pour la paix, vendre une partie de son territoire. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le Kabila de lui tout seul peut négocier un accord de paix avec le Rwanda et signer un traité et vendre une partie des terres. Donc vous comprenez l'aliénation. Donc à la question que vous avez posée, je crois que poser cette question-là à nos dirigeants, je pense vous avoir répondu. L'orateur a fait remarquer quelque chose par rapport aux différentes crises qui secouent le pays et il est parti de la crise de l'égalité. Simplement, je pense à un certain moment, il faut qu'on aille un peu plus loin parce que il n'a pas voulu évoquer ça, mais en étayant un peu différentes péripéties,
pour moi, il est arrivé à une certaine conclusion qui quand même est aujourd'hui au cœur de cette crise et de la crise de l'homme congolais. La crise de l'égalité a corrompu l'homme congolais pour aboutir à ce que j'appelle aujourd'hui la crise morale de l'État dans son ensemble et de l'homme congolais. Ce qui était hier pratiquement inadmissible. 2 exemples, vous venez de nous citer, sur la Constitution, aujourd'hui, prouvent que toute cette classe politique et les éminents juristes ont laissé faire sur la Constitution, entre l'exercice de la Constitution, de la souveraineté, non pas l'État comme étant le souverain sur un territoire, mais juste aujourd'hui, il n'a le droit que d'exercer sa souveraineté. Ça veut dire qu'on peut nous ravir tous les bouts et on accepte pour trouver un arrangement. C'est grave, ces genres de situations-là. Mais comment on est arrivé à une crise de notre moralité jusqu'au point où on accepte l'inacceptable? Je pense que nous avons perdu ce qu'on appellerait les beaux motos des Congolais. Par notre égoïsme et notre banalisation de valeurs. Je pense que c'était très important qu'on mette au cœur de ce débat la dimension éthique et les valeurs. C'est quelque chose qui me chatouille et ébranle mes convictions. Sans vous interrompre par rapport à votre temps, est-ce que vous pouvez arriver à la question suivante? J'arrive. La crise de valeurs est quelque chose de cardinal, car ce qu'on a vu hier, par exemple, je ne sais pas si du temps de mes grands-parents, on a pu accepter ça au Congo, sur le terre de Kasaï, qu'on oblige à un enfant de coucher avec sa mère. C'est révélateur de l'absence de moralité, à tel point que tous les gens regardent ça, dans une région qui est le berceau de valeurs congolaises. C'est inadmissible. Je ne suis pas de Kasaï, je suis au Congo. Mais pour moi, c'est la mort de l'homme congolais quand on accepte des choses pareilles. À partir de ce moment, nous devons nous poser la question. Qui sommes-nous devenus? Et quelle est la nature du combat qu'on peut encore mener? Un combat pacifique? Je me pose la question. Et je vais chatouiller les pasteurs qui sont là. Un combat sans sanction? Je me pose la question. Et je n'y crois plus aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas remettre ce qui doit diriger le pays pour l'avenir au cœur de l'action sans sanction. L'impunité a abouti à réduire les Congolais à la bestialité la plus simple. Et ça, c'est inadmissible. Je pense que nous tous, nous avons une grande responsabilité par rapport à ça. Et il faut arrêter ces discours sur qui fait quoi, quelle politique on va mettre. Je pense qu'il faut maintenant arrêter à aller aux choses sérieuses. Et nous saluons cette interpellation et nous comprenons que vous êtes devenus aussi combattants. Et bienvenue, combattant, parce que j'ai défini l'essence du combattant. Un combattant, c'est lui qui se révolte face à la situation qui se passe maintenant au Congo. Si vous êtes révolté par là, donc rejoignez les combattants non alignés. Et aujourd'hui, c'était le sens de mon propos, d'interpeller. C'est pour ça qu'on s'est déplacé de Paris ici. Pour, nous espérons, quand nous serons partis, Suisse sera debout. Et si Suisse est debout, Paris pourra l'être aussi, Belgique pourra l'être aussi. Voilà, merci beaucoup, chers frères, de votre intervention. Pour mes frères Bakongo, non, voilà, il faut qu'on soit très clair. Je n'ai pas omis de parler en Kikongo. Simplement, vous avez compris que je sais parler les Kikongo, les Lingala, les Swahili et les Chiluba. Et celui qui parle Lingala peut parler Kikongo. Mais je n'ai pas oublié, mais je suis très proche à mes frères Bakongo. Mais jusque-là, je n'ai pas vécu malheureusement chez les Bakongo. Donc, je ne sais pas parler les Kikongo. Voilà, c'était simplement l'explication. Chers frères. C'est Michel Mossabou. Je suis le président fédéral de UNIC Suisse, le représentant de Dr Georges Aloula, parti politique. Voilà.
Donc, s'il faut se référer sur Georges Aloula en Suisse, il faut trouver M. Moussa. C'est moi en personne. Parfait. Merci, c'est officiel, même au niveau fédéral. C'est noté. Ma réaction, ça serait un peu prompte, mais direct, bien ciblé. Avoir na konsola lingala pour être bien. Pour na bête français peut m'appeler, mais na préféré na kenera lingala pour mon thème. Et là, Kaliboso na koloba likambo itali combattant. Pour na définir moi moké rapidement. Combat oyo ebengi o asa combattant. Tout dévier, appellation d'origine contrôlée. Yiba tina combo, et ça à l'époque le dictionnaire, ce qui est là, qui était dans l'internet, Google iso comme moi. Alors, combattant pour Nabiso, na RDC, Congolais azalinani, auto définir yango, moto oyo ali ko bunda contre un système, contre façon moko boye zali wana, et kaza nako d'accordé, combat. Soko bunda na tata na yo, bo tata sana ndenge moko oyo ali malamu te, ye mutaboti yo. Soko koma na combat na mama na yo, pamba te mama boti yo, mais bozo bunda ne polika moko esimite. C'est la même chose. Congolais le loi, non. To komi occupé. Ça dit quoi? Ba colon bazalaki, colonialiste belge à l'époque. Et comment Ketumba dit dehors. To bundi biso moko. Le 30 juin 1960. Ce qui est très dégueulasse. Tout y a comme les sous occupés na Rwandais, Congolais. Et là, on s'est passé. Moko. Le temps est révolu. Bateau a sous bateau à Kalaté que 1910-1920. Non, c'est la jeunesse montante. Oh, ben, Bakoli, j'ai eu conscience. C'est parti. Yangoyo. Si vous avez des combattants, non. C'est faux et archi faux que qui dit combattant, non. Guerre, tout le monde est diversifié. Bateau pe bongo bafani balobi na bino sur esimbité ba chauffer bango côté wana. C'est ça. Mais quand babi bateau à Paris, oh ba ko beta bateau, oh ba combattant sur bango ba ba voyou ba beta bateau. Ah non, so ba beta yo na te. Yo kate. So ba beta na te na po alobité yo kité asa ya na tsotote. Mais ce que ça qui comme ne bona te. Donc vraie valeur et combattant ils allaient digne dans le peuple congolais le azali combattant pour na likambo et zakatamboka. C'est vrai. Au respect il y a les Cambodgiens combattants congolais. Tous les cas. Tokende na likambo yo evoka ki ya baninga. Tozalaka na bango partout en Amérique, na poto tiboni. Na bokoma kendenge mboka ezali lelo na likambo yango. Attends, tokende bato zonge pai. Qu'est-ce qui se passe? Le mal wana toza ko lobe wuti wapi. D'abord pendant likambo ya occupation ya est na biso kuna et wuti na ba multinationale. Na bona tanga ba kombo puisque pour des raisons de sécurité et puis bref au banakati ba ima kambango kaka bango na baliambo basilisa na kati ya ba multinationale ba kei ko sola masolo na est pona ko loba non to lokato renverser Mobutu to sa situation to kotala na ko pesa pas perçu général rapidement liko pakaka na bango o ba ke libana ba no po fana no moigné sur des situations to koyeba ba le likopa ba le cop ba yeba ces situations. Tant que situation non to changer les choses ba kosi bango ba bobi mo katupu tant ba comme les sikalo sont ezande boye ba telemi ba extraire ba exterminer bango pour bango ba tika continuer les cambon de gezali ba vaillant combattant congolais ba mikolopé na kati tant ba komi wana bango lisusu ba ke ko benga o ba bi na kata tourbillon soit disant comme ko régner comme bango tourbillon ba potanga mais ce qu'on compte dans le système, donc ce qui fait que, comme encore, au traître, je dis bien, je parle français, au traître, la haute trahison par rapport à combat, Tina Oyo et Pessi Mobulu Tozanango. En fait, les Cambezali wana, Masole qui encore moi molaï, na Oyo Etali, Dengolobi, Masole changement comme ça, le mato comment, les copains on est que Makasi Koleka. Yangoyo et BBC Mingi. Mais est-il que vous allez déterminer
il y a quoi faire face à la situation. Bango na baza boyo kabayebi. Ndenge na kolobawa. Eza bo na pouvoir. On a oyo bazali te pouvoir. Eza na côté opposition. Ma solo et salemaka. Quand Tabiso c'est exclu, pour toi qu'on d'accord. Alors bah polele. Bah ça qui tembe nango. On ne peut pas comme des copains eux ils ont qu'une école de Kambouya Jonval. Et c'est là qu'il y a un arrangement en catimini au batindaka bateau pour que nous ça pour les froisser biso ba mitute. De l'eau caduc le 18 octobre. Oh c'est là qu'il y a Kambouya ya Ouya pour ba entraîner la 5O. Hein? Pour ba corps ça se blesse bien. Ce côté bien. Batu ba kotenaka, batu ba lobanaka. Et ce qui wapi. Donc simbité, c'est-à-dire ce qui bateau na basa une vraie traçabilité spirituelle, conscience, donc comme à niveau de comité. Et na libanda na loba avec le décideur occidentaux internationaux, bah yebi masolo place de Zokende. Donc jusqu'au 31 décembre 2017 et que les caboyétés pour la carte corridor ba koutani pour bazo continuer ko koutana pour na bonne mission. Merci na Sokiwan. Ce soir, j'ai voulu qu'on soit dans un discours de vérité. Nous devons arrêter de dire aux Congolais qu'il y a des choses cachées. N'est-ce pas? S'il y a des choses cachées, il faut le dire pour que les Congolais combattent les choses cachées. Dans votre propos, si l'on vous comprend très bien, vous dites qu'il y a des multinationales. D'accord? S'il y a des multinationales, ça signifie en clair qu'il y a un système. Et si ce système est soutenu par les multinationales, ce qui signifie qu'à ce moment-là, M. Kabila n'est qu'un exécutant. Alors, s'il faut combattre le mal, on le combat à l'origine. Et je ne pense pas que les Congolais, vous puissiez avoir la capacité de combattre les multinationales. Parce que les multinationales sont même en France. Et aujourd'hui, le monde a changé. L'échiquier du pouvoir a changé. Le pouvoir n'est plus le pouvoir que l'on disait étatique, que l'on voyait. Le pouvoir est devenu un pouvoir qu'on peut qualifier d'invisible, qui est le pouvoir des multinationales, ça veut dire la force de capitaux, de l'argent. Et là, le Congo ne peut pas se battre contre cette force-là parce que les pays bien outillés n'y arrivent pas. Donc, si vous entrez dans un combat de lutter le système multinational, c'est pour distraire les Congolais. Ici, la chose est simple et claire. Commençons par les choses qui soient simples. Ce qui est simple, nous pouvons quand même arriver à dire qu'un mandat, 5 ans, à la fin de ce mandat, nous nous mobilisons comme un seul homme, tout un peuple, et nous élisons un président de notre choix. Mais si nous ne pouvons pas faire comme des petits pays le font, là il y a un problème. Arrêtons de nous réfugier derrière de forces que nous ne pouvons pas combattre. Commençons par des choses si simples. Aujourd'hui, ce ne sont pas les multinationales qui ont demandé aux politiciens congolais de se retrouver dans un salon, entre eux tout seuls, en train de manger des pizzas et boire de l'eau potable, alors que les Congolais n'en ont pas, pour nous sortir un accord, au lieu de respecter la Constitution, comme dans tous les pays du monde. Ça, ce n'est pas un problème des multinationales, ça c'est un problème des Congolais qui doivent avoir la capacité de dire non et de se soulever comme un seul peuple et de savoir aussi faire le choix le meilleur. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons voulu dire que le débat pour l'intérêt du Congo ne peut pas être entre opposition et pouvoir. C'est un débat qui intéresse tout un peuple congolais. C'est pour ça que nous disons, en ce qui me concerne, nous saluons les combattants non alignés. Parce que s'il y a l'acte terroriste, il n'y a plus des socialistes, il n'y a plus des gens de droite, ça devient l'intérêt général. Quel est notre intérêt général, nous autres Congolais? Et le frère l'a dit si très bien, avec vraiment beaucoup de peine. Aujourd'hui, nous avons perdu notre âme. Quand on perd ses valeurs, on perd son âme. Si on commence à rigoler pendant qu'on est en train de violer une femme, si on commence franchement à avoir des morts qui jonchent, les cadavres qui jonchent les rues, et qu'on est en train de rigoler, je crois que nous avons perdu la valeur humaine. Et là, ça doit interpeller les Congolais.
Et si nous sommes arrivés par là, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de défaillance d'un État. Commençons par réhabiliter un État, et l'État pourra mettre de l'ordre. Ce n'est pas un individu qui met l'ordre dans un pays, c'est un État. Et nous n'avons plus d'État. Et comme nous n'avons plus d'État, l'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est les autres. Et commençons par nous mettre debout, sans couleur tribale, sans couleur parti politique, pour que nous puissions redevenir un État. C'est la refondation de l'État, d'où combattant non aligné. Et combattant veut dire chacun qui a intérêt à pouvoir obtenir le changement du régime. Et après, quand le régime aura changé, le régime va organiser une armée. Et cette armée fera que le Rwanda ne se joue plus de nous. Mais aujourd'hui, en tant qu'individu, que vous puissiez penser que là où vous êtes, vous allez chasser le Rwanda, je crois qu'on est en train de parler un langage du mensonge. Voilà ce que je peux moi vous dire. Je crois qu'il y avait un frère au fond, et puis nous allons à gauche. Juste rapidement, si on peut changer, je suis en train de demander, doit-on considérer la rencontre d'aujourd'hui comme étant la sortie officielle du mouvement Le Combattant non aligné? Et si c'est là le cas, ou je pense autrement, je terminerai ma allocution à une question que je ne souhaite pas que ça soit épineuse par rapport aux combattants non alignés. Au début de la réunion, j'avais l'impression comme si on présentait un état des lieux de la situation au pays. Et je faut apprécier la dernière intervention que vous avez fait mettre avec un temps d'analyse qui nous donne des pistes qu'on pourrait être exploitées. Je saisis cette analyse pour signifier une chose, que le Congo, c'est une passion nationale. Et dire aussi que le RASOP n'a pas le monopole de la représentativité des Congolais, n'a pas le monopole. Mais une chose qu'on constate, qu'il a l'adhésion populaire au niveau du Congo. Il a l'adhésion populaire, il n'a pas le monopole, mais il a l'adhésion populaire. Alors face à la loi de la force, on a parlé tout à l'heure de multinationales, ça c'est la loi de la force. Face à cette loi de la force, je suppose, c'est ainsi qu'il n'a pas pu présenter la carte rouge, le carton rouge tant attendu, mais parce qu'il y avait une loi de la force. Alors, face à la loi de la force, mais la force de la loi a peu de chance, parce que la bataille juridique, toute interprétation juridique de notre Constitution, face à la loi de la force, comme nous le savons, l'influence qu'a les multinationales dans notre pays, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas pu obtenir, c'est moi que j'essaie d'analyser avec des choses. Je pense qu'ils n'ont pas pu. Alors, pour terminer rapidement, alors je dirais maintenant, les combattants non alignés, d'après moi, pour se faire entendre, je souhaiterais vraiment qu'on cherche aussi une adhésion populaire, afin de prévaloir les idées et de se faire entendre et d'occuper l'espace, par exemple, qu'a actuellement le RASOP. Sinon, on risque d'être minoritaire, et s'il n'y a pas des stratégies ou des plans d'opération clairs et nets, on risque de rester toujours « ma maison brûle, ma maison brûle », mais il faut faire quelque chose. Parce qu'on peut se plaindre du RASOP, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement afin d'inverser la tendance? Merci. On retient trois choses dans ce que vous avez dit. Première question, est-ce qu'aujourd'hui la sortie officielle des combattants non alignés? À cette question, je vais laisser aux combattants de répondre eux-mêmes. Et quand je dis combattants non alignés, les combattants sont là. Mais moi, je me dis aussi combattant. Quand je prends ma robe pour aller défendre un jeune homme qui est arrêté et qui est tout seul, qui ne sait même pas, on va lui dire qu'il doit être refoulé. Ce jeune homme-là n'a plus les mouvements, il n'y a plus la masse, il est tout seul. Et là, il voit un Congolais arriver dans sa robe noire comme avocat et il le défend au nom du patriotisme. Là, c'est le combat aussi.
Parce que si ce jeune homme n'a plus personne derrière lui, demain quand vous allez lui demander de sortir dans la rue, il n'ira pas. Voilà, ça je le fais. Parce que je suis avocat, je prends ma robe, quand on m'appelle, j'y vais. Vous aussi, si vous êtes mécanicien et que j'ai ma voiture en panne, parce que la voiture d'un avocat est en panne et c'est un avocat de combattant, venez me défendre aussi. Nos amis de RASOP que vous avez cités, si l'on considère que les combattants sont les gens qui défendent et qui luttent contre le régime, mais vous avez entendu, ces gens disent qu'ils ont des milliards. Et donc, quand les musiciens viennent jouer ici, vous les avez aussi entendu, vous avez aussi entendu dire que les pouvoirs en place donnent l'argent. Mais pourquoi les combattants, eux, ne voient pas quand ils vont combattre le régime, derrière eux, les milliardaires de l'opposition, ils sont où les milliardaires, quand les combattants sont là? Leurs milliards, ça passe où pour lutter, pour chasser le régime? Là, la question est à se poser. Là, nous devons dire la vérité. Deuxièmement, vous dites l'adhésion populaire. Mais, chers frères, il faut qu'on puisse être dans le langage vrai. Les choses du pays, on doit en parler avec cœur. Et on doit en parler aussi avec raison. Pour changer un régime, on n'a pas besoin de tout ce qu'on voit comme... C'est bien de voir les gens dans les rues. Mais à Kinshasa, quand vous voyez les gens dans les rues, les mêmes qui remplissent les stades pour Kabila, les mêmes remplissent les stades pour le RASOP. À Kinshasa, vous voyez les gens populaires en liesse face à un deuil. Vous avez dit qu'on a perdu de valeur. Regardez comme aujourd'hui, quel est le commerce qui fonctionne mieux au Congo. C'est le raison des trucs funèbres, n'est-ce pas? Et quand on part enterrer les gens, qu'est-ce que vous voyez? Les jeunes filles qui enlèvent leur habit, qui chantent, c'est l'adhésion populaire. Et donc, pourquoi nous devons accepter, nous autres Congolais, les politiciens qui hier, il n'a rien, il entre au pouvoir et il prend l'argent, il vient avec cet argent, il devient leader parce qu'on a l'argent. Je ne pense pas qu'on peut devenir, on peut acheter un pays. On ne devient pas leader parce qu'on a l'argent, on devient leader parce qu'on a combattu, on a été militant. Si vous êtes avec, ici en Suisse, chaque dimanche vous faites vos réunions, vous allez voir qui est votre leader. C'est par le militantisme qu'on devient leader et non pas par l'argent, parce que personne n'a l'argent pour acheter un pays. Donc je crois que cette question, l'adhésion populaire n'avait rien dit. Commençons par nous poser de bonnes questions à 2, à 3, à 10. Plus la qualité, nous changerons les choses que le nombre. Vous dites, j'ai jeté la pierre au RASOP. Bah, RASOP, c'est le rassemblement, c'est ça. Bon, non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'on doit être ouvert. Nous n'avons pas à exclure les gens. Mais nous ne pouvons pas aller dans un combat sans nous critiquer nous-mêmes. Parce que nous devons être plus sévères avec nous-mêmes pour espérer nous attaquer à un régime, au système. Vous ne pouvez pas être complaisant et lutter contre un système. J'estime que nos frères ont été complaisants. Ils sont allés négocier. D'abord, il ne fallait pas qu'ils négocient. Et si vous dites qu'il fallait qu'ils négocient parce qu'on répond à la force des multinationales, alors je vous pose la question maintenant. Hier, c'était la force des multinationales qui a fait qu'on puisse négocier. Et cet accord n'a pas été respecté. Je n'ai pas dit qu'il fallait, je dis qu'ils ont subi. Qu'ils ont subi, voilà. Puisqu'ils ont subi hier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Article 64. Cet article 64 n'est pas d'aujourd'hui, il existait hier. Si on n'a pas pu appliquer l'article 64 hier, parce qu'on a subi, et puisqu'on a eu peur que les gens meurent dans la rue. Or, il y a eu le 19 novembre, les gens qui sont morts. Et quand on fait des réunions, on ne se met même pas debout, on n'en parle plus. On ne parle pas de jeunes gens qui sont morts le 19, quand il y a eu carton jaune. On n'en parle plus. Et ils sont allés à l'accord, ils n'ont pas fait état des dédommagements de ces jeunes gens-là. Ça, c'est un problème. Bon, maintenant la question que je me pose, comment on va faire, maintenant que l'accord n'a pas été respecté, les causes n'ayant pas changé, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ils doivent nous répondre comment on va appliquer l'article 64 alors que les multinationales existent toujours. Est-ce qu'ils vont-ils subir encore ou pas? C'est pour ça que nous disons que nous devons sortir de ces choses-là, nous assumer nous-mêmes. Prenez-vous en charge. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Si on allait comme ça, il y avait des questions. Nous parlons pratiquement de la...
première chose, c'est l'article que vous avez donné, l'article 117 de la Constitution, je pense. 217. Je vais vérifier ça pour voir. Et l'autre, c'était par rapport sur l'accord. Les éléments que vous avez donnés, c'est pas l'examen exact. Il faut vérifier un petit peu les informations. Mais moi, ce qui me gêne en fait le plus important, c'est que je viens souvent dans les conférences, on fait toujours des conférences extra-cathédrales. On est là, on écoute quelqu'un qui nous parle des choses qu'on sait déjà. On ne donne pas les solutions. Je suis là, on parle des combattants comment non alignés. Je me dis, c'est quoi combattant alignés? Je ne sais pas. Parce que ce que vous avez donné comme solution, c'est ce que j'entends à longueur de journée sur YouTube, sur ceci, sur cela. La même chose. Rien de nouveau, le même refrain. On condamne la SOP a fait ceci. Carton rouge, on aurait pu donner. Mais personne n'est ceci, on avait donné carton rouge, qu'est-ce qui serait passé? La réponse ou non? À cette question, on ne donne pas la réponse. Parce qu'on ne sait pas. Ici, la question se posait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quels sont les objectifs qu'on doit joindre? C'est réunir ensemble. Trouver les gens de bonne volonté, réfléchissons ensemble. Il n'y a pas d'un côté quelqu'un qui nous doit donner la parole comme la parole de l'évangile, on dit amen, parce qu'il a l'information. Souvent on dit, ah, moi je suis dans le. Si on regarde au fond de l'information, il n'y a rien de spécial. Moi, ce que j'aurais aimé que ça se passe ici, c'est que chacun autour de cette table réfléchisse dans les idées. Mais ce que vous nous dites, je pense que tout le monde le sait ici. Moi, je suis désolé, tout le monde le sait ici. Il n'y a pas encore de solution. Kabila est toujours là. Le dialogue est passé. Basta. Trouvons d'autres moyens. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le dialogue? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Où est-ce qu'il faut aller? C'est ça le plus important. Ce n'est pas jeter les pierres de ceci, cela, cela. C'est trop tard, on ne peut pas refaire l'histoire. Moi, j'attends que nous puissions réfléchir sur ce point. Qu'est-ce qu'on a manqué lors du dialogue? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quelles d'autres pistes il faut prendre? C'est là le plus important. Et là, tout le monde peut contribuer en donnant des idées. Merci beaucoup, monsieur. Nous pouvons vous répondre directement. On prend l'essentiel de ce que vous avez dit. Parce que si vous dites qu'il n'y a rien de nouveau, je ne suis pas venu pour qu'il y ait des choses nouvelles. Et nous n'avons pas besoin de nouvelles choses. Nous avons besoin de nous interpeller. Et nous avons pris l'initiative ce soir de nous unir déjà. C'est déjà la première force, être capable de s'unir. Parce qu'on ne peut pas trouver une solution sans s'unir. Je ne suis pas venu pour faire des discours. Je suis venu pour dire ce qu'il fallait, à mon avis, démontrer et qui ne se dit pas, à mon avis. Jusque-là, ça ne se dit pas. Si vous avez entendu ça, je n'ai pas vu sur YouTube, je n'ai pas entendu quelqu'un venir dire que nous devons nous remettre en cause par rapport au départ de Kabila. Quand vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché sur les dialogues, la question ce n'est pas de ce qui n'a pas marché sur les dialogues. La question est qu'il ne fallait pas dialoguer. Ça c'est le point de vue, on la respecte. C'est ça la difficulté. Si on était autour d'une table comme ça, on aurait échangé. Ce n'est pas question de point de vue, monsieur. Nous pouvons échanger. Ce n'est pas question de point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. C'est question de respect des textes. La Constitution, et je vous réponds, c'est parce que si nous partons sur le point de vue, nous allons sur les humeurs. Je me respecte personnellement tellement que je ne peux pas prendre ma propre personne pour mettre ça à l'évidence. Dans un débat, je n'ai rien à y tirer si ce n'est que l'intérêt du Congo. Je vous ai fait une interprétation en tant que juriste et en tant qu'avocat. Et je tiens à ma parole. La question qui se pose, ce n'est pas une question d'humeur, c'est une question de respect des textes. Et je vous ai dit que la Constitution, précisément en son article 70, dit ceci. Le mandat du président de la République a une durée de 5 ans. Et il est commun de tout le Congolais sait, même un étranger sait que au 19 décembre, le mandat de Kabila prenait fin. Et quand un mandat prend fin, on n'a pas respecté. Et si Kabila n'a pas respecté les textes, que faire? Bonne question. Que faire? Nous devons être un peuple qui sait dire non et qui sait se faire respecter. Parce que le pays appartient à un peuple. Il n'y a pas des individus qui viendront vous aider à faire respecter les textes. Que ce soit les politiques, que ce soit le monde extérieur.
Il n'y a que le peuple congolais qui peut installer la démocratie dans son pays et nous le voyons chez d'autres peuples. Pourquoi nous ne le faisons pas chez nous? Voilà ce que je vous ai dit, monsieur. Sur l'article 217, si vous le saviez, vous ne vous serez pas trompé, on en parle tellement peu. J'ai dit ceci. Et ça, je crois que les gens n'en ont pas beaucoup parlé. On n'a pas assez interpellé, parce que tout le monde n'est pas juriste pour interpréter la Constitution. Malheureusement, au Congo, on confond la politique et la Constitution. J'ai dit ceci, que notre territoire congolais, à ce jour, au regard de notre Constitution, peut être vendu. Et la Constitution le dit. Ça, c'est ce que je dis. Si ça ne vous étonne pas, vous, je crois que ça a pu étonner beaucoup de gens dans la salle. Il est dit à l'article 9 de la Constitution que le Congo assure sa souveraineté. Et ça, on a remplacé par rapport à ce que nous avions connu depuis notre enfance. On disait l'État est propriétaire du sol et du sous-sol. Et il n'y a pas seulement que le Congo. Tous les pays du monde, on dit l'État est propriétaire du sol. Chez nous, on ne dit plus cela. On dit que l'État exerce sa souveraineté. Or, une souveraineté peut se perdre. Et on vient dire qu'on peut vendre. Voilà un peu ce que je dis. Maintenant, après, on peut faire le débat, mais je voulais interpeller sur le risque que dans la Constitution, il y a des articles qui permettent qu'on peut aliéner notre territoire pour besoin de la paix. Et maintenant, s'il y a des violences qu'on trouve gauche-droite, n'est-ce pas qu'une façon d'un jour au lendemain qu'on vient nous dire pour faire la paix, alors concédons une partie du territoire, pas cédé dans la Constitution. J'ai voulu alerter là-dessus pour que nous puissions quand même prendre conscience et comprendre que nous devons changer des choses. Et pour les changer, il faut qu'il y ait une alternance politique, ça veut dire qu'il y ait les élections pour qu'on puisse élire librement les dirigeants. Et cela passe par les soulèvements populaires. Vous me posez quels sont les moyens. Mais finalement, le peuple doit se soulever quand ça ne va pas. Est-ce que vous accepterez-vous que nous soyons dirigés par une même personne pendant 30 ans comme Mobutu l'a fait? Moi, j'ai dit non. Voilà. Moi, je fais juste un constat parce que chacun a parlé individuellement. Il n'y a pas une forme de... C'était un débat, c'est ça le but. Si vous n'avez plus de questions, parlez de votre individu. Non. Si vous n'avez pas de questions, on ne va pas continuer. Je fais juste un constat, parce que vous avez relevé 2 points. Le 1 sur la question de la souveraineté, qui est complètement, pour moi, je me prononce, qui est complètement à côté. Ce qui permet en fait, votre façon de voir les choses, embarque un bon nombre de Congolais. Ce qui nous permet aussi des divisions. De 2, quand vous parlez des rassemblements sur l'article 78, de 1, juste pour spécifier des choses, c'est dit clairement, le Premier ministre est issu de rassemblement. Donc, si on renvoie, non, écoutez-moi, si on renvoie à la Constitution sur la nomination du Premier ministre, c'est là où qui pose problème. Parce qu'on utilise à la fois la Constitution de manière partielle et de manière intégrale. C'est qui nous détruit aussi. Pareil aujourd'hui, chacun sort des vérités qu'il ne peut pas démontrer, ou qu'il ne peut pas dire, ou qu'il ne peut pas prouver, ou j'en sais trop rien. On est tous avec sa petite parcelle de vérité qui nous amène aujourd'hui à rejoindre monsieur Didier Sassa sur la situation du pays. Parce que chacun est conscient qu'il détient une parcelle de vérité. Pareil, aujourd'hui on est sur les combattants non alignés, on est à Rassemblement, on a Caméré, on a Bazaïba, on a. Chacun détient une parcelle de vérité. Le moment venu, chacun, c'est comme dans ses positions. Je demande des responsabilités sur les rassemblements. Mais on a tous constaté. Vous faites une critique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un Félix devant moi pour qu'il me dise « Ah, si on n'a pas donné les cartons jaunes le 19 décembre, c'est parce qu'on a évité les morts, c'est parce qu'on a... » Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc nous disons la même chose alors. Non, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, nous disons qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, voilà. Revenons-en pour savoir que... par rapport à la dame qui a été livrée en public, j'avais envoyé mon reporter sur place pour se documenter par rapport à cet acte-là. Et les explications qu'il m'a données, je ne cautionne pas, mais je vous donne juste les explications qui m'ont été données. Ça veut dire que cette dame-là, d'après ce que mon reporter m'a dit,
C'est une femme qui était en intelligence avec le régime. Elle est du village de Komenasa. Elle aurait été en intelligence avec le régime, elle était infiltrée pour donner les informations au régime. Et quand il a été découverte, dans la tradition, il paraît qu'il y a le système de bannissement. Comme ils ne peuvent pas tuer, on essaie de retirer l'humanité à la personne. Donc on la chasse de la communauté. Anciennement, c'était des personnes qu'on ramenait jusqu'à la frontière du village et on l'a chassée définitivement de la fratrie. Mais maintenant, quand on fait ça en public, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui ne compte plus dans la communauté. On lui a retiré l'humanité et elle n'existe plus. C'est ce que mon reporter m'avait donné comme information. L'acte lui-même, nous le condamnons tous, mais moi je voulais avoir plus de compréhension par rapport à ce qui s'était passé, parce que l'image telle qu'elle passe, moi je me dis, mais comment on peut arriver à ce point? Et c'est ce qui m'a été donné comme information que je voulais partager par rapport au questionnement.